Ouais Thierry, c'est moi, j'arrive. Hein. Retiens un peu les invités parce que je vais avoir du retard. Ouais, je sais pas, j'ai commandé un Uber, il arrive pas. Bah comment ça, Uber c'est interdit? Genre illégal. Genre moi je vais me faire arrêter parce que j'ai commandé un Uber. Ah. Bon bah Thierry, ça va prendre un peu plus de temps que prévu là. Ouais, je te laisse. Moi, Uber? Non, bah non. Vincent, vous êtes donc avocat spécialiste du droit du travail. Je vous pose la même question. Uber, légal ou illégal? Mais quelle question! C'est une question pour le palais de justice qu'on était en train de visiter là maintenant. Non, oui. Uber est légal dans l'état actuel des choses, voilà, mais seulement on vient de passer devant le tribunal de l'entreprise où l'affaire est jugée en degré d'appel par rapport aux taximens qui se disent vous n'êtes pas une plateforme de car sharing, vous êtes une entreprise de taxi déguisée et on verra ce que pensera le juge. Ouais, et pourquoi c'est important justement cette notion d'entreprise de car sharing et non pas de taxi? Parce que c'est ça qui a permis à Uber d'obtenir justement ce terme de faire partie de toutes ces entreprises d'économie collaborative, c'est ça? Voilà, de plateforme d'économie collaborative. Ça c'est très important. Tout à fait, c'est la clé en fait de la chose. Maintenant, depuis 2016-2018, ça s'est encore un peu amélioré. On peut créer des plateformes d'économie collaborative qui sont là pour encadrer les travailleurs d'un nouveau type, comme ceux de Uber, mais aussi comme ceux de Deliveroo et autres personnes qui participent à ces produits, à ce commerce de citoyens entre eux. Voilà. Et cette plateforme-là, elle a été créée par Uber en disant, nous, on fait du car sharing, du covoiturage en français. Et donc, c'est un système de covoiturage un tout petit peu amélioré. Nous ne faisons rien, nous n'organisons pas les transports, nous laissons la plateforme faire et les citoyens s'organiser en autogestion. Donc ça, c'était OK. Ça, c'est la version publique, oui. Et puis, les taxis, évidemment, ne sont pas d'accord avec ça parce que pour eux, c'est une concurrence directe puisqu'en fait, d'après eux, c'est du service de taxi. Sauf qu'ils échappent aux règles auxquelles sont soumises les taximans. Exactement, il y en a beaucoup. Il y en a un qui vient de passer d'ailleurs ici, je crois qu'il nous a entendus, mais les taxis sont soumis à un tas de réglementations. Et ces réglementations, on se demande un peu pourquoi elles sont là. Parce qu'en réalité, elles ont protégé le secteur. Tous les partenaires, tous les entrepreneurs en taxi à Bruxelles s'entendent pour finir comme larrons en foire sur un marché qui est devenu le leur. Les règles sont strictes et moi j'ai le sentiment que tout ça a créé un gigantesque cartel du taxi. Et quand il y a un cartel, il se passe que le produit chute de qualité de manière brutale et que les prix s'élèvent aussi. Donc tout le monde est mécontent. Uber est arrivé avec une idée un peu en dehors des normes, qui ne rentrait pas vraiment dans les cases. Et les taximens, évidemment, ont vu là le premier qui est arrivé sur leur plate-bande. Et il n'y a que les taximens, en réalité, qui ont déclaré la guerre à Uber. C'est ça qui est intéressant. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi, quand Uber est arrivé, si c'était si grave, pourquoi on n'a pas vu une manif, là, Place Royale, des Bruxellois contre Uber en disant on veut sauver nos taxis, on les aime de trop, on adore prendre le taxi. Les Bruxellois prennent pas le taxi, c'est un problème, et Uber est là quelque part pour poser la bonne question. Et donc, d'après vous, le débat qui est intéressant, c'est justement ce duo, ou plutôt ce duel taxi-Uber qui vient vraiment bousculer les codes, puisque Uber est venu bousculer l'espèce de château dans lequel s'étaient enfermés confortablement les taxis. On n'avait jamais titillé les taxis, alors que les taxis sont beaucoup plus chers à Bruxelles que partout ailleurs, par exemple. En tout cas, ils sont tellement chers que le Bruxellois ne le prend pas pour son quotidien, parce que s'il allait au travail en taxi, tout son salaire partirait dans la poche du taximan. Donc c'est un produit qui n'est pas utilisé au quotidien par les gens. Et c'est un vrai problème de mobilité. Oui, effectivement. Et alors ce qui est comique, c'est que Uber a démarré avec Uber Pop en faisant effectivement du covoiturage. Mais rapidement, beaucoup de personnes ont trouvé là une source de revenus beaucoup plus importante que du simple covoiturage et sont devenus des taximens déguisés. Voilà, avec des voitures dont on ne pouvait absolument rien contrôler. Donc l'activité... Et sans licence surtout. Et sans licence. Et donc l'activité Uber Pop, elle s'est arrêtée parce qu'elle devenait indéfendable en 2015, par rapport à Bruxelles. Voilà, c'est ça, par rapport à la réaction des taximens. Et il est resté, en réalité, ce qui fait le plus concurrence aux taxis, à savoir les limousines. Et aujourd'hui, on a donc UberX, qui est légal. En tout cas, aujourd'hui, c'est statué, même si les taxis sont toujours en train d'interpeller sur l'identité même de Uber. Oui, c'est un compromis. On sent bien qu'il faut faire quelque chose pour bouger les lignes et que la présence d'Uber force les compagnies de taxi
à s'améliorer et à bouger. C'est la première fois entre elles. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais il se passait juste rien du tout. Il a fallu qu'Uber arrive pour qu'elles se disent oh là là, il va falloir qu'on communique autrement, il va falloir qu'on soit en ligne, il faudra de l'interactivité, etc. C'est vraiment à Uber qu'on le doit. Le Uber, ça montre aussi que le système des taxis doit changer à Bruxelles. Je ne suis pas le ministre de la mobilité ni des taxis, j'en suis convaincu. Un bon arbre porte des bons fruits et des mauvais fruits, c'est un mauvais arbre. Et les fruits du secteur du taxi ne sont vraiment pas bons à ce que l'on voit. Pourquoi ? Parce qu'on paye aussi cher que pour aller à Barcelone en étant dans une voiture qui n'est pas propre, conduite par quelqu'un qui n'est pas nécessairement motivé. Et on paye un tarif de prince sans être traité comme un prince non plus. Et puis, je pense que la solution n'est pas là dans le taxi. Je pense que la solution est dans l'inventivité des produits. Pourquoi pas faire des taxis qui suivent les lignes des transports en commun aussi et qui se donnent des points d'attache où on peut être à plusieurs, on fait chuter les prix alors à ce moment-là. On pourrait avoir plusieurs produits de taxi. On n'est pas obligé tous d'être dans une limousine juste pour soi-même. Mais tout ça, c'est à réinventer. Et la nouvelle économie, celle des plateformes de partage, permet justement un gigantesque élan de créativité. Parce que comme ça vient quand même plus de la base, comme c'est quand même des amateurs, en gros, qui se lancent dans l'affaire, il y a là tout d'un coup un vent de fraîcheur qui souffle et des réalisations nouvelles. Et c'est de ça dont on avait le plus besoin, oui. Et la nouveauté bouscule aussi la tradition. Et bon, la tradition des taxis, évidemment, on comprend qu'elle ne soit pas tout à fait demandeuse de l'apparition des Uber. Mais en tout cas, le point est le suivant. Uber, c'est légal ici à Bruxelles. C'est légal, mais sociologiquement parlant, est-ce que c'est pérenne pour les travailleurs ? C'est la question de votre complément. Julien Charles, vous êtes sociologue du travail, donc vous saurez peut-être répondre à notre question. Uber, c'est légal. Est-ce que c'est pérenne d'un point de vue du droit du travailleur ? Est-ce que c'est pérenne pour les travailleurs ? Je ne sais pas, et eux non plus ne le savent pas en fait. C'est bien ça l'enjeu, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes autour de ces plateformes, parce qu'ils ne savent pas à quelles règles ils sont soumis. Toutes les règles elles sont contenues dans l'algorithme, et l'algorithme, il y a la propriété intellectuelle sur ce code qui font qu'on ne peut pas en discuter. Parce que qui peut discuter de cet algorithme ? Ceux qui le codent, et c'est uniquement eux qui ont accès, et donc les actionnaires via le conseil d'administration. Mais les travailleurs n'ont jamais accès à ces informations-là. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont avoir telle course et pas telle autre. Ils ne savent pas combien ils vont être rémunérés dans certaines situations. Les rémunérations telles qu'elles sont communiquées aux utilisateurs du service ne vont pas être la même que celles qui vont être communiquées sur leur interface Et donc c'est vraiment tout l'inverse de ce que c'est une convention collective de travail en droit du travail, où là on va se mettre autour de la table pour discuter, pour se disputer. Ça ne veut pas dire que les règles qui vont en sortir vont être nécessairement justes, mais au moins on va savoir quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Ici on ne sait même plus quelles sont les règles qui s'appliquent. Et donc ça crée une vraie situation d'incertitude. Et donc est-ce que l'incertitude est pérenne ? Je ne suis pas sûr. Donc incertitude, on le rappelle, pour les travailleurs de Deliveroo, pour les travailleurs d'Uber. Vous avez d'autres exemples d'emplois ubérisés, comme on aime le dire ? Ça dépend si on appelle ubérisation. Aussi, le fait de l'ubérisation, c'est de mettre en contact direct des travailleurs et des clients, des bénéficiaires de services. On est tous dans ces situations-là aujourd'hui. 70% de l'économie, c'est de l'économie de service. On est en lien direct avec une caissière dans un supermarché, dans une banque ou peu importe. Non. Le vrai enjeu sur lequel ça se joue cette question, c'est plutôt sur les questions légales et parce que sur le type de service en soi, c'est pas très nouveau non plus. Aller transporter quelqu'un d'un point A à un point B, aller livrer un repas, le livreur de pizza il le faisait déjà. Donc se mettre sur ce registre-là de l'ubérisation, c'est juste pour pas être soumis aux règles. Alors je veux pas dire qu'elles étaient parfaites les règles de ces corporations-là, mais c'est juste pour s'extraire de ces réglementations antérieures qui vont venir les empêcher de développer leur modèle économique, qui est d'ailleurs pas nécessairement très viable non plus. Mais à vous entendre, on pourrait se dire, finalement, le travailleur est libre, il a une certaine liberté et il trouve son compte avec ce type d'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ces questions de la liberté qu'il ne faut pas sous-estimer, parce qu'effectivement, quand on fait des enquêtes qualitatives auprès de ces travailleurs-là, de ces nouveaux travailleurs-là, il y en a une partie d'entre eux qui quittent des emplois salariés pour se retrouver dans ce type d'emploi, parce qu'ils ont envie de plus d'autonomie, de plus de liberté, que ce soit dans la façon dont ils vont réaliser leurs tâches, dans la façon dont ils vont organiser leur temps de travail. Donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir faire place à cette revendication-là, et que le discours
syndicale ou d'une partie des juristes du travail, de dire il faudrait simplement reconnaître qu'ils sont subordonnés à la plateforme et grâce à ça refaire d'eux des travailleurs salariés. C'est pas très enthousiasmant de se dire ah oui super, je suis subordonné, c'est ce dont Et je suis mal payé. Ouais. Donc il y a un enjeu à mon avis autour du salaire minimum et ça on voit à New York par exemple, ici il y a un salaire depuis le mois de décembre 2018, il y a un salaire minimum pour les coursiers qui a été décidé et on peut aussi se dire qu'ils auraient droit à ce que leurs ambitions d'autonomie et de liberté elles soient vraiment reconnues, parce qu'ici elles ne le sont pas, ils sont dans les faits, ils sont complètement contraints par la plateforme, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas travailler quand ils veulent, ils ne peuvent pas fixer eux-mêmes les tarifs, tout ça c'est pas vrai. Ils sont tributaires en fait d'une force un peu invisible qui les manage, mais c'est possible d'atteindre le salaire minimum en travaillant tous les jours pour Uber ou Deliveroo? Et les enquêtes, il y a un livre qui vient de sortir aux États-Unis, Uberland, qui dit qu'il faut en gros 12 à 14 heures par jour de travail pour atteindre le salaire minimum. Mais en plus, c'est même pas le salaire minimum, c'est de quoi se payer tous les jours pour ça. Donc ça veut dire que chez nous, quand on a un salaire direct et puis ce qu'on appelle parfois un salaire indirect ou différé. C'est-à-dire que quand vous êtes coursier Deliveroo, vous n'avez pas de congé. Comme tout indépendant. Oui, vous êtes sous le registre des indépendants et donc vous n'avez pas droit à tout ça. Donc si on compare avec la question du salaire minimum, on n'a pas accès aux allocations de chômage, on est sous le registre des indépendants et pas sous le registre des salariés. Donc la question du salaire minimum, elle ne se pose pas de la même façon des deux côtés. Et le fait que l'employé soit indépendant, ça peut être un choix aussi, ça peut lui permettre peut-être de gonfler les fins de mois. Ça, c'est un argument qui est souvent réitéré. Oui, mais alors la question, elle se pose plus globalement, quelle est la sécurité sociale dont est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on doit multiplier 3 emplois pour pouvoir boucler ses fins de mois? Là, c'est une question qui dépasse sans doute la question de l'ubérisation, mais je trouve pas ça. On peut pas se dire que c'est bon parce que ça permet de boucler les fins de mois. Et il y a plein de travailleurs aujourd'hui qui sont prêts à travailler pour des salaires inférieurs si leurs conditions de travail sont meilleures. Et ça, c'est aussi une réalité. C'est un peu l'inverse de l'ubérisation. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres situations de travail, dans d'autres types d'innovations que celle-là. C'est-à-dire, d'accord, je suis prêt à travailler pour beaucoup moins, avoir à peine pour le revenu minimum moyen mensuel garanti, c'est le SMIC en Belgique. Mais il y a une envie, on a réellement de l'autonomie dans son travail. Alors je vais terminer peut-être par ces deux questions. Avec un modèle comme celui de Uber, comme celui de Deliveroo, qu'est-ce qu'on peut craindre au pire et qu'est-ce qui peut arriver au mieux? On a 1 minute pour répondre à cette question. Alors, au pire, c'est que ça se généralise. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de gratuit dans la société parce que ce que fait Uber, c'est ça. C'est quand je fais plus d'autostop, je prends un Uber. Donc, toute cette partie d'économie du don autour de laquelle la société s'organise aussi, elle disparaît. Toute la sécurité sociale aussi des salariés, elle disparaît aussi parce qu'ils ne sont pas du tout... Donc il n'y a plus de sécurité sociale des salariés, il n'y a plus de dons, il y a juste de la marchandisation. Ça, ce serait le scénario le pire si ça se globalise. L'autre, c'est de se dire que en fait, Uber, c'est un algorithme, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, ce qui fait que Uber a de la valeur aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a des personnes dans une voiture qui sont prêtes à se déplacer d'un bout à l'autre de la ville. Et si on parvient à faire en sorte de valoriser ce travail comme étant aussi important pour la vitalité de l'entreprise que l'apport en salariat, que l'apport en capital plutôt, alors là, je pense que ça peut être, y compris pour les autres entreprises, de dire que en fait, ces deux parties, le capital autant que le travail, sont nécessaires sont constitutifs de l'entreprise et sont nécessaires à ce qu'elle vive. Et que le respect aille dans les deux sens. Et que donc, les deux devraient avoir droit à peser respect, sur les décisions de l'entreprise. Et ben voilà quelques informations sur Uber. Uber est légal, ça c'est une réalité, mais Uber est-il pérenne? Uber, Deliveroo, tous ces emplois dits ubérisés, ça pose encore question aujourd'hui. En tout cas, on vous a donné, on l'espère, des clés de compréhension ce soir dans le tram. À très bientôt sur BX1.